Monsieur le Président, il me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui sur le projet de loi C2, un projet de loi fiscale du gouvernement. Je le dis d'entrée de jeu, nous voterons en faveur de ce projet. Nous voterons en faveur de ce projet de loi, pas parce qu'il est excellent, il ne l'est pas. En fait, il est plutôt insignifiant. Mais son adoption est un peu moins pire que le statu quo. Le statu quo que nous proposaient les conservateurs et le NPD lors de la dernière élection. Ce projet de loi, il met en œuvre l'avis et les voies et moyens présentés dans la précipitation juste avant le temps des fêtes pour faire un cadeau aux contribuables juste avant Noël. Il met en œuvre, en fait, une seule des mesures fiscales que le gouvernement nous annonce et pas nécessairement la plus intéressante. Objectivement, il n'y a à peu près rien qui justifierait de séparer cette mesure fiscale-là des autres mesures fiscales qui vont arriver au prochain budget et de se dépêcher à la présenter avant Noël. Rien, sauf des impératifs partisans. Le gouvernement se devait de faire quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose pour donner l'impression qu'il compte respecter ses promesses. Il se devait de faire quelque chose parce que le nom libéral porte un lourd passif. On se souviendra que le précédent gouvernement libéral avait promis d'abolir la TPS. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de déchirer l'ALENA. Il ne l'a pas fait. Il avait promis d'être le gouvernement de la droiture et de la transparence. Ça nous a donné le fonds de secret pour l'unité nationale, le scandale des commandites, Alfonso Gagliano comme ministre en charge des opérations gouvernementales. Il avait promis d'être le gouvernement de la croissance. Il a tellement coupé dans les transferts aux provinces qu'il a quasiment mis le Québec en faillite. Il fallait donc que le gouvernement fasse quelque chose, n'importe quoi. Et ce quelque chose, c'est le projet de loi C2 dont on discute actuellement. Il faut savoir que la fiscalité, c'est un tout et que c'est uniquement en regardant l'ensemble des mesures fiscales, les crédits d'impôt, les exemptions, les prestations, les taxes, en fait, toutes les mesures fiscales, qu'on peut mesurer l'effet de l'action gouvernementale. Par exemple, l'effet de l'action gouvernementale sur la richesse, sur la classe moyenne, sur les familles, sur ceux et celles qui en arrachent, qui peinent à payer leurs comptes et en arriver et à joindre les deux bouts. Or, voilà que le gouvernement nous propose isolément une mesure qui touche qu'une minorité de gens. Ce projet de loi, ce qu'il propose en fait, c'est d'augmenter les impôts de ceux qui ont une Bentley pour soulager ceux qui ont une BMW. À partir de 200 000 $, le revenu imposable, le taux marginal d'imposition passe à 33 %. Cette hausse va toucher 1,4 % des contribuables les plus riches. On ne peut pas vraiment être contre ça. Le 1 % des plus riches, en particulier le 0,1 % des plus riches, s'accapare sans cesse une part grandissante de la richesse que nos sociétés produisent. C'est un problème. C'est comme s'ils s'accaparent une part c'est comme s'ils s'accaparent une part de plus en plus grosse de la tarte et que la classe moyenne et les autres classes passent leur temps à s'appauvrir. En contrepartie, le projet de loi C2, ce qu'il fait, il fait en sorte que, en fait, la tranche d'impôt située entre 45 000 et 90 000 $ va diminuer un peu en passant de 22 % à 20,5 %. Le gouvernement nous présente en fait cette réformette comme une mesure visant à soulager la classe moyenne. En fait, ce n'est pas vraiment la classe moyenne qui soulage et c'est là que le bas blesse. Si on se fie aux données de Revenu Québec, 74 % des contribuables québécois ont un revenu inférieur à 50 000 $. Alors que ce sont eux qui ont le plus besoin de souffler, ce sont eux que le projet de loi C2 ne concerne pas. Il ne concerne pas l'essentiel de la classe moyenne, il ne concerne pas la majorité des gens qui sont représentés ici, mais il concerne plutôt la plupart des gens qui sont ici en cette salle qui vont pouvoir en bénéficier pleinement. Nous tous ici en cette Chambre, on va profiter de ça. Or, selon Revenu Québec, seulement 5,2 % des contribuables québécois gagnent plus de 100 000 $. J'ai l'impression que ce gouvernement-là a une bien curieuse notion de la classe moyenne. Plus encore, le directeur parlementaire du budget estime que ceux qui vont être visés par les hausses d'impôts vont s'arranger pour, au final, éviter ces hausses d'impôts-là parce qu'ils vont déclarer autrement leurs revenus. Donc, en fait, au bout de la ligne, le gouvernement s'en retrouve perdant. En l'absence de mesures pour lutter, par exemple, contre les paradis fiscaux, on sait donc que le projet de loi C2 va être largement inopérant. Il reste, comme je disais, que son adoption rend la situation un peu moins pire que le statu quo. Mais ce n'est pas par cette loi, qui est au fond rien d'autre qu'une opération de relations publiques, qu'on peut juger si le gouvernement entend vraiment soulager la classe moyenne et ceux qui ont des revenus modestes. C'est lors du prochain budget.
C'est lors du budget qu'on verra s'il soutient vraiment les familles avec sa nouvelle allocation. S'il taxe correctement les gens qui gagnent plus de 100 000 comme les députés de cette Chambre, en abolissant, par exemple, certaines mesures. S'il vient aussi en aide aux personnes âgées par une hausse du supplément de revenus garanti ou en indexant les pensions. S'il se soucie des chômeurs en revampant la Caisse d'assurance-emploi, en cessant de la piller comme il a été fait au cours des 20 dernières années. Il y a un autre problème aussi en matière de fiscalité. Et cet autre problème-là, honnêtement, je ne pense pas que le gouvernement va s'y attaquer, puis je ne pense pas non plus que les autres partis s'y attaqueraient s'ils formaient le gouvernement. Je parle ici du déséquilibre fiscal. Le gouvernement fédéral accapare environ 50 des revenus fiscaux au Canada. 50 des revenus, mais à peu près aucun service. Ce qui fait en sorte comme résultat qu'il est nécessaire, en fait, qu'il y a plus d'argent que ce qu'il y a de besoin pour assumer ses responsabilités. À ça, il y a deux conséquences. D'un côté, Ottawa n'a pas besoin de bien gérer son argent parce qu'il y en a déjà trop. Et puis, après ça, quand il se met à gérer ses services, par exemple l'assurance-emploi, ça lui coûte 150 plus cher gérer un dossier d'assurance-emploi à Ottawa que ce que ça coûte gérer un dossier d'aide sociale à Québec. S'occuper dans un patient, par exemple, dans un hôpital d'anciens combattants, ça coûte 100 plus cher que de s'occuper d'un patient dans un établissement de santé à Québec. À ce rythme-là, si Ottawa s'occupait de la santé, on est certain qu'on ferait faillite. La deuxième conséquence à ça, c'est que les provinces peinent à assumer leurs propres responsabilités. Pendant qu'Ottawa dépense 50 milliards pour construire des navires, et qui veut aussi construire, peut-être, en fait, acheter des F-35, les universités québécoises, elles, en fait, songent à se désabonner à des revues scientifiques pour faire des économies de bout de chandelle. Pourtant, je suis persuadé que si on demandait à la population québécoise si elle préfère une éducation de qualité ou un avion F-35, ça serait pas long que le choix serait fait. Mais elle n'a pas la possibilité de le faire parce que le partage des recettes fiscales est dysfonctionnel au Canada. Parce qu'Ottawa a assez de revenus pour mal gérer ce qui relève de lui et pour se mêler de ce qui ne lui regarde pas. Parce que les Canadiens contrôlent le compte conjoint, ils s'arrogent le droit de décider de la façon dont les Québécois organisent leur propre société. Et ça, en fait, même dans les domaines où constitutionnellement, nous serions censés déjà être souverains. C'est un sérieux problème et il ira en empirant. Comme c'est le Québec qui sera aux prises avec le coût associé au vieillissement de la population, notre gouvernement, comme celui de toutes les autres provinces d'ailleurs, risque d'imploser sous le poids du système de santé, à moins de mettre en place une politique permanente d'austérité et de rapetissement de l'État. De son côté, Ottawa ne sera pas touché et se mettra à dégager des surplus indécents. Le directeur parlementaire du budget et le Conseil de la Fédération ont laissé entrevoir que dans 20 ans, Ottawa va achever de rembourser ses 150 ans de dettes accumulées pendant que les provinces seront tous en quasi-faillite. C'est clair, Monsieur le Président, qu'en matière fiscale, le Canada est un pays complètement dysfonctionnel. Que ça crée des tensions, que ça crée des chicanes inutiles, que ça retire à mon peuple la liberté dont il a besoin pour s'épanouir et pour se développer. En clair, il y a un gouvernement de trop dans cette équation, et en ce qui nous concerne, ce gouvernement dont on n'a pas besoin, c'est le gouvernement fédéral. Ce problème, il faudra bien s'y attaquer un jour ou l'autre, et le plus tôt sera le mieux. Ce rendez-vous avec l'histoire, nous l'avons repoussé, et nous l'avons assez repoussé. Au Bloc québécois, nous y verrons. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Monsieur le Président, ça me fait plaisir d'écouter mon honorable collègue à part sa déclaration politique. Il faut revenir les faits, puis je pense, to say in English, we need to set the record straight. Monsieur le Président, d'abord, je salue l'intervention de mon honorable collègue qui dit que le Bloc québécois va supporter le projet de loi C2. C'est la bonne chose à faire, Monsieur le Président. C'est un projet de loi qui favorise la classe moyenne. Quand je l'écoutais utiliser des mots comme « insignifiant », un projet de loi qui réduit l'impôt pour 9 millions de Canadiens et Canadiennes et c'est insignifiant. Monsieur le Président, ça me semble des propos dans une chambre comme celle-là qui sont insultants pour des gens de la classe moyenne, dont je représente dans mon comté de Saint-Maurice-Champlain, qui a un des revenus disponibles les plus bas au Québec, Monsieur le Président. Quand on parle d'une mesure et d'un gouvernement qui se soucie de la classe moyenne, quand on réduit les impôts de 9 millions de Canadiens et Canadiennes, Monsieur le Président, ce n'est pas insignifiant. Deuxième chose, Monsieur le Président, j'aimerais dire à mon honorable collègue qui doit constater que la mesure du projet de loi C2, c'était la première partie
effectivement la réduction de l'impôt pour la classe moyenne. Il y aura dans le budget qui s'en vient, évidemment, l'allocation canadienne aux enfants qui va bénéficier à 9 familles sur 10. Alors, j'aimerais demander à mon honorable collègue sa position sur le gouvernement fédéral est en train de favoriser la classe moyenne. J'aimerais voir, lui, ce qu'il proposerait pour favoriser la classe moyenne au pays. Merci, M. le Président. Député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Oui. Je remercie mon collègue d'en face, en fait, pour son commentaire et peut-être un petit peu pour sa question qui est un peu difficile à cerner. Mais je pense que dans son propos, il a fait mention, en fait, de deux éléments que je tiens à souligner. En fait, le premier élément du fait que, en fait, c'est une première étape vers le prochain budget. Puis je pense que je l'ai souligné dans mon discours tout à l'heure. En fait, la première étape vers le prochain budget, on ne comprend pas pourquoi, à peu près 2 mois du budget, on ne l'a pas tout simplement inclus dans le prochain budget, cette étape-là. Pourquoi est-ce qu'en fait, on met de la poudre aux yeux aux gens pour faire des cadeaux juste avant Noël, alors qu'on aurait tout simplement pu l'intégrer dans le prochain budget, ces mesures-là? En fait, ce qu'on constate, c'est que c'est tout simplement une opération de relations publiques et de marketing. Sur le deuxième volet, en fait, je pense la prestation fiscale pour enfants qui va être incluse dans le prochain budget, en fait, qui a été annoncé. Nous, ce qu'on trouve dommage, puis ce qu'on trouve qui aurait dû être fait par le gouvernement, c'est de faire en sorte, en fait, que la prestation qui a été mise en place par les conservateurs, en fait, qui a été bonifiée par les conservateurs, on la rende non imposable, plutôt de faire en sorte que les familles qui ont des difficultés à rejoindre les deux bouts soient prises à s'imposer sur les prestations qu'ils ont reçues pendant l'année. C'est ça qu'on trouve qu'il n'y a pas de bon sens, puis c'est ça qu'on pense qu'il aurait dû être fait comme mesure, plutôt que de créer une nouvelle prestation. Ça aurait été de garder peut-être celle qui était en place, mais d'enlever les impôts sur celle-là. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de... Oui. L'honorable député de Mount Royal. Merci, Monsieur le Président. Et merci à mon collègue pour son discours. Et je lui remercie aussi pour son intervention et pour dire qu'il va voter pour le C2. J'avais une question. Je comprends que le parti politique où vous faisiez membre est une parti politique qui croit que le Québec devait faire un pays indépendant. Mais vous avez dit durant votre discours qu'on n'a pas besoin du gouvernement fédéral et que notre peuple est pris dans une fédération. Vous comprenez qu'à 2 reprises, dans 2 référendums, notre peuple a voté pour rester partie du Canada. Et donc, je vous demande, après 2 référendums, après plusieurs élections provinciales et fédérales, où notre peuple a décidé de rester partie du Canada, pourquoi est-ce que vous croyez encore que le désir et la volonté de la population du Québec n'est pas respecté? Je rappelle aux honorables députés de diriger leurs commentaires au président. L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiendrais à dire, en fait, à mon collègue d'en face au niveau de la question de l'indépendance du Québec, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il n'y a pas un seul premier ministre du Québec qui a signé la Constitution depuis qu'elle a été imposée aux Québécois en 1982. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a personne encore qui a accepté la situation dans laquelle le Québec se trouve, une espèce de no man's land, où, en fait, on se ramasse toujours à se faire imposer des choses par Ottawa, des choses pourtant auxquelles on n'a jamais consenti. Le meilleur exemple en ce moment, c'est le pipeline qu'on essaie de nous passer. Et pour ce qui est des référendums de 80-95, je pense qu'il a été amplement démontré par plusieurs études, puis aussi parce que ça a été enterré sous le tapis, mais que le gouvernement fédéral avait dépassé largement les dépenses auxquelles il avait le droit et qui a ainsi triché puis qui n'a pas respecté les règles du jeu les dernières fois.